En cette douce soirée de septembre, je vous propose de partir en voyage par-delà les lacs et les montagnes, dans une contrée reculée, habitée par un peuple étrange, ou même un sauvage parfois. Vous l'avez deviné, mon image est assez explicite, je vous emmène en Valais. Sur la route des stations de ski, ou sur celle du fondement de la raclette si vous préférez, vous avez sans doute remarqué ce géant endormi, plat comme la croissance de la France et droit comme une autoroute, le Rhône. Eh bien, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que ce joyau bleu tout droit descendu de nos montagnes, jadis serpentant au creux de vallées verdoyantes, n'est-il aujourd'hui pas beaucoup plus sexy que la ligne à haute tension qui le surplombe? La réponse est pourtant simple, parce que c'est une menace. Vous avez ici une image des inondations de 1922. On comprend bien pourquoi les Valaisans, depuis plus d'un siècle, cherchent à canaliser le Rhône. Et pourtant, aujourd'hui encore, lorsque les éléments se déchaînent et que le géant gonfle à en sortir de son lit, eh bien, on entend meugler les vaches jusqu'à Genève qu'elles ont les pieds mouillés. Bref, vous l'avez compris, les rivières de montagne sont aujourd'hui tant une source de vie qu'une menace. Et c'est à cette menace que je m'intéresse dans le cadre de ma thèse. Comment est-ce qu'un charmant cours d'eau peut-il se transformer soudainement en monstre dévastateur? Eh bien, j'ai un peu réfléchi, et c'est pas évident. Mais un facteur clé est que les rivières transportent des cailloux. J'imagine que la plupart d'entre vous a déjà participé à des batailles de bombes à eau, un peu plus jeunes. Pas très sympa, mais gentillet. Eh bien, ajoutez des graviers dans les ballons, et je vous laisse imaginer les dégâts sur les enfants. Les rivières transportent des sédiments et leur pouvoir destructeur en est décuplé. Les berges s'effondrent, les piles de pont sont emportées, les digues arrachées. Le coût des dégâts peut être colossal. Et c'est là qu'on touche le cœur du problème. Comprendre le pourquoi du comment les cailloux roulent au fond des rivières. Alors ça peut paraître simple, mais pour ma défense, Einstein a trébuché sur le même problème. Enfin, c'est ce que j'ai cru pendant les 2 premières années de ma thèse, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, on parlait de son fils, Hans Albert. J'étais un peu déçu, mais Hans avait la tête bien faite. Et il s'est posé cette question. Imaginez un caillou qui est arraché au fond du lit par le courant. Sa trajectoire va-t-elle partir à gauche ou à droite? On pourrait me répondre qu'on s'en fiche un peu, mais détrompez-vous. Parce qu'à gauche, le caillou va taper un autre caillou, puis un autre, puis ensemble, ils vont porter un bout de berge et peut-être décimer un troupeau de vaches. Alors qu'à droite, le caillou se serait coincé sous un rocher et les vaches auraient continué à paître tranquillement. Donc ce caillou va-t-il partir à gauche ou à droite? La nature est-elle prédictible ou faut-il se remettre à des probabilités? Voilà le genre de questions auxquelles je m'intéresse. Et si c'est vrai, je ne sais toujours pas vraiment pourquoi j'ai choisi cette voie. En attendant, j'essaye de comprendre comment les petits cailloux valaisans au fond des petites rivières valaisannes choisissent la leur. Merci.